beaucoup d'émotions en préparant cet exposé. Et en plus, Jacques Pittra n'était pas là pour répondre aux questions, aux nombreuses questions que je me posais justement en le préparant. Alors, je vais vous parler surtout de démonstration automatique. Il n'y aura pas d'autres. C'est un des domaines dans lesquels Jacques a travaillé et c'est ça qui m'a intéressée. Je vous parlerai de deux dates importantes. Donc 1966, c'est l'année de sa thèse. La première thèse d'intelligence artificielle qui était en démonstration automatique, première thèse en France, pardon, et de la démonstration automatique. Et c'était très courageux de sa part de faire une thèse dans un domaine qui n'existait pas. Et il nous a raconté dans un exposé là, il y a un an comment faire une thèse dans un domaine qui n'existe pas. Il faut trouver un directeur de thèse. Et le directeur de thèse, bon, il n'est pas compétent, il n'y a pas de directeur de thèse, il n'y a pas de professeur d'intelligence artificielle. Donc, il faut trouver un professeur qui veut bien encadrer une thèse en intelligence artificielle, et c'est ce qui s'est passé. C'est Jean Ville qui a bien voulu encadrer sa thèse. La deuxième date importante, cette fois-ci pour moi, c'est 1972, car c'est le 7 janvier 1972 que mon chemin a croisé celui de Jacques Pittra, au cours d'un séminaire où je suis allée un petit peu par hasard, et j'étais absolument subjuguée. J'ai pris des notes comme j'en avais jamais pris à un séminaire, tellement de notes que j'étais obligée d'écrire sur la couverture de mon blog parce qu'il n'y avait plus de feuilles. Et j'ai suivi le chemin jusque toujours, même si à la fin, je n'ai pas toujours pris le même trottoir. Puis, dans une deuxième partie, à mi-chemin, tu me feras signe, je vous parlerai de quelques démonstrateurs. Le démonstrateur prouveur de Bledsoe, Bledsoe a joué aussi un grand rôle pour moi, et puis les deux démonstrateurs que j'ai développés, Date et Muscadet, l'un pour ma thèse de 3e cycle, l'autre pour ma thèse d'État, et que j'ai continué à développer ensuite. Et puis je terminerai par juste quelques petites remarques, et surtout, il n'y aura pas de conclusion, et je m'aligne là-dessus sur Jacques Pittra, qui, dans son livre Métaconnaissance, dont Monique vous a parlé tout à l'heure, dans la méta-section 1, avant la partie 1, dit qu'il n'y aura pas de conclusion, parce que dans les conclusions, les gens mettent en général ce qu'ils n'ont pas fait et qu'ils sont bien sûrs de ne jamais faire. Donc, ce n'est pas la peine. Puis, il y avait d'autres raisons, mais bon, voilà. Alors, cette thèse, voilà à quoi elle ressemblait. Vous verrez qu'il y avait une deuxième thèse. Bon, ça, c'est un peu illisible. Et le titre, c'est « Réalisation de programmes de démonstration de théorèmes utilisant des méthodes heuristiques ». Alors, le sujet, ce démonstrateur travaille sur les systèmes formels pour la logique des propositions. Dans un système, qu'est-ce que c'est ? Il y a des axiomes, il y a des règles de déduction qu'on appelle des productions, et puis, alors les axiomes, par définition, ce sont des théorèmes, et on déduit de nouveaux théorèmes en appliquant les règles de déduction à des théorèmes connus. Donc, le but du travail de Jacques Pittra, c'est d'écrire un programme général qui découvre surtout, éventuellement démontre si on donne des énoncés, mais en général, il fait plutôt de la découverte, et il découvrira des théorèmes dans diverses axiomatiques de la logique des propositions. Donc il insiste beaucoup, il veut absolument que ce soit général. Donc les logiciens ont beaucoup travaillé sur ce genre de problème. Il y a plusieurs axiomatiques qui ont été écrites avec différents symboles, mais c'est uniquement de la syntaxe. Bon, chance dans le calcul des propositions, c'est qu'on a la complétude, donc tous les énoncés vrais sont démontrables. Mais bon, c'est bien un cas particulier, et dans d'autres systèmes formels, ce n'est pas le cas. Donc, alors, l'exemple sur lequel il va travailler, alors là, il y a un premier transparent, c'est là pour vous faire peur, mais ça ne va pas durer. C'est les axiomes. 3 axiomes, une règle de production avec des substitutions. Alors, c'est écrit en polonaise préfixée.
Donc c'est comme ça que les logiciens écrivaient à l'époque, comme ça que Jacques Pitras a travaillé, dans sa thèse, dans son premier livre sur un programme de démonstration automatique. Et voilà quand même écrit d'une manière un petit peu plus lisible, en notation infixée. Alors, un jour, quelques années après, je lui ai dit quand même que dans ses cours, quand il nous en parlait, on avait un peu de mal, il fallait s'accrocher pour bien assimiler les impliques, PQ, ou le implique là, qui est utilisé, là, c'est le symbole qu'utilisaient les logiciens à cette époque-là. Donc, il fallait quand même un petit peu s'accrocher. Il m'a dit « Ah bon ? Ah ben non, pour moi, ça ne posait pas de problème, j'avais l'habitude. Bon. » Et je reconnais qu'après avoir travaillé un petit peu ces 2 derniers mois sur sa thèse originale, je me suis aperçue que finalement, je commençais aussi à lire de la polonaise préfixée. Bon, mais enfin, c'est fini, vous n'en aurez plus. Donc, les 3 axiomes, bon, peu importe, on ne va pas les voir en détail. Il y a plusieurs axiomatiques possibles. Plus les énoncés sont courts, plus il faut d'axiomes. Et si on a un petit peu moins d'axiomes, il y a même des axiomatiques avec un seul axiome. Alors là, le seul axiome est un peu démesuré en longueur. Donc les exemples seront sur cet exemple-là. Il y a des règles qu'on appelle des productions. Donc là aussi, alors c'est un petit peu moins gênant parce que c'est moins long et surtout, la double flèche qui est utilisée, elle est en notation infixe parce qu'il n'y a pas de profondeur, donc c'est quand même pas de problème. Oui, pourquoi on utilisait la polonaise préfixée? Mais parce que c'est facile, la connective principale est en premier, on l'a tout de suite. Et puis, il y a une méthode extrêmement simple, en connaissant juste l'arité des symboles, pour trouver où est le premier la première sous-formule et où est la deuxième. Donc pour le programmateur, c'est effectivement beaucoup plus commode et même pour le logicien. Alors on va voir, mais on ne verra pas dans le détail parce que bon, on passerait trop de temps, comment on découvre un nouveau théorème. On part d'un axiome, A1, que j'ai appelé A1, c'est le premier, et on fait des substitutions, n'importe quoi. Là, j'ai préparé en remplaçant par en rouge. Donc le R est remplacé par un P et ça donne un nouvel énoncé qui est, par construction, un nouveau théorème. La première M1, c'est le deuxième, c'est la production qui était donnée dans l'exemple. Et si on remplace donc le P qui est en rouge par une sous-expression un petit peu plus compliquée, le Q qui est en bleu par aussi une autre expression, on se retrouve avec le deuxième axiome qu'on reconnaît, il est souligné, le théorème, non il n'est pas souligné, oui il est souligné, bon ça ne marche pas, tant pis, et puis le théorème T, et on a un nouvel énoncé, et ceci est un théorème. Bon, encore, il n'est pas absolument passionnant, ce théorème, mais c'est un premier théorème qui a été découvert par le programme de Pitras en particulier. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il a eu l'occasion de définir un algorithme qu'il a appelé algorithme de dérivation, et en fait, c'est quasiment l'algorithme d'unification de Robinson, qui a été très célèbre, et qui a été découvert à peu près en même temps que Pitras, sauf que Pitras, lui, il était en train de préparer sa thèse, et à l'époque, on n'avait pas le droit de publier un résultat de la thèse avant la soutenance de la thèse. Bon, ça a bien changé depuis, hein, maintenant c'est l'extrême inverse, et finalement c'était bien confortable pour le thésard qui avait plus de temps pour préparer la thèse que maintenant les pauvres jeunes qui galèrent parce qu'il faut qu'ils publient en même temps qu'ils fassent leur thèse. Alors, ce qui serait quand même utile, c'est d'avoir des productions, un petit peu plus de production, un petit peu plus de méthodes pour trouver des nouveaux théorèmes. Donc là, on va un peu raisonner. Et qu'est-ce que... il y a un exemple ici. Donc, supposons qu'on veuille montrer un théorème de la forme P implique Q implique R. Et bien, on voit un petit peu ce qu'il faudrait faire. Et puis, on arrive... je ne donne pas le détail, et là, je ne vais pas le donner oralement. On arrive à l'énoncé que j'ai appelé T4,
qui est Q implique P implique R. On est parti de l'un, on arrive à l'autre. Donc, on a ce que Jacques Pitras appelle un métathéorème, qui est en bas. Alors, je ne vois pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Ah, voilà, je ne le voyais pas. Voilà. Ceci est un métathéorème. Alors, ce n'est pas au même niveau. Il y a la langue. La langue, c'est uniquement de la syntaxe. L'implique qui est là-bas, il n'y a aucune valeur de vérité là-dedans. C'est de la syntaxe. Et il y a un nouveau langage qui est la métalangue. Et ici, c'est le cas. Et il ne faut pas les mélanger. Et tout à l'heure, on aura la méta-métalangue, et puis la méta-méta-métalangue. Et puis, il y a aussi le langage qu'utilise l'être humain pour réfléchir. Et c'est ce langage-là qui est utilisé dans cette diapo. Et par la suite, ce ne sera plus le cas. Alors, je suis allée trop vite. Alors, il y a quelques métathéorèmes. Il y a celui-là, le premier, on vient de le voir. Le deuxième, c'est en fait la production. Ce que les logiciens appellent une production, en fait, c'est un métathéorème dans le langage de Jacques Pitras. Et puis, je donne un autre exemple qui est très facile à démontrer, donc à la main par l'être humain. Alors, on peut en trouver d'autres facilement à la main, par exemple, mais ils ne sont pas généraux. Et ce que veut faire Pitras, c'est quelque chose de général. Donc, il faut qu'on ait des métathéorèmes pour découvrir des théorèmes. Des métathéorèmes. Alors, les métathéorèmes, il y en a en fin de compte 8, généraux, d'autres spécifiques à une axiomatique, mais ça ne convient toujours pas puisqu'ils ne sont pas généraux. Et en fin de compte, on va avoir 5 méta-méta-méta-théorèmes qui sont donnés au programme, qui génèrent, alors là, il y a une faute de frappe que j'ai corrigée hier soir, mais c'était trop tard, qui génèrent des méta-méta, seulement théorèmes, qui génèrent des métathéorèmes, qui génèrent des théorèmes. Et alors, on ne va pas tout garder, sinon ça va quand même être difficile, il va y avoir trop de choses, on est complètement perdu, y compris le programme. Donc pour décider ou non de garder un nouveau métathéorème, l'intérêt est évalué à partir d'un certain nombre de critères, comme sa structure, le nombre de connectives, l'intérêt de ce qui précède, à ce moment-là, et des conséquences précédentes. Donc on peut enlever éventuellement des énoncés qui avaient été d'abord gardés. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, hein. Ce n'est pas déclaratif, ça c'est sûr. Et il y en a 4 pages dans la thèse, je n'ai même pas eu le courage de mettre le nez dedans. Mais sinon, tout le reste, les méta-méta-méta-méta-méta-théorèmes, sont suffisamment généraux pour être utilisables pour plusieurs axiomatiques. Et il y a des essais qui ont été faits et qui montrent. Alors, je vais donner seulement une série de résultats qui sont dans la thèse et qui sont engendrés par le programme. Alors, les théorèmes... T2, c'est l'axiome 2, parce que les axiomes sont des théorèmes, donc ils ont des noms avec des T. Et on a une succession de constructions à partir des métathéorèmes, qui construit des métathéorèmes, puis des métathéorèmes, et puis de temps en temps, des théorèmes. Donc là, il y en a 4 pages. Donc j'ai extrait, je vous ai montré les 3 premières lignes. Donc il y a d'abord 2 métathéorèmes qui sont créés, grâce auxquels le programme construit un métathéorème. Et puis j'ai extrait ensuite une ligne où on montre que M8, ça veut dire qu'il y a déjà entre 4 et 8, il y a 5 métathéorèmes intermédiaires qui ont été trouvés. Et puis il y en aura d'autres. Et on arrive à la fin de la 4e page au 24e théorème généré et qui est en fait le plus intéressant. Les autres, bon, c'est pas trop mal. Qu'on ait P impliqué, c'est quand même rassurant. Si on ne l'avait pas, ce serait embêtant, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors, le fameux séminaire de 1972,
où je suis allée parce que bon, moi j'étais en maths, à Paris 7 d'ailleurs. J'étais assistante et puis je faisais de la théorie des ensembles, la théorie axiomatique des ensembles. Puis je cherchais un petit peu ma voie, là c'était pas facile. Donc j'irais dans des couloirs et à la recherche d'informations de ce qui pourrait m'intéresser. Et je suis tombée sur une annonce d'un séminaire d'un certain Jacques Pitrat que je ne connaissais pas, dans un domaine qui était l'intelligence artificielle que je ne connaissais pas, et j'ai été complètement subjuguée. Alors je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y avait dans cet exposé. Je l'ai raconté un jour à Jacques Pitrat, mais longtemps après, hein, c'était 30 ans après. Et il m'a dit, mais j'ai dit tout ça dans un exposé. Ah, mais ça ne se fait pas, c'est un mauvais exposé. Et je lui ai répondu que j'étais ravie qu'il ait fait un mauvais exposé parce que j'ai eu une vision assez globale de tout ce qui existait en intelligence artificielle. Et une remarque, je vais juste donner une remarque qu'il avait faite, qu'il y avait 2 familles de méthodes en démonstration automatique, s'inspirer de ce que fait le mathématicien et le principe de résolution. Le principe de résolution qui était devenu à ce moment-là la méthode référencée des gens qui faisaient de la démonstration automatique. Et bon, les inconvénients, c'est pas constructif, etc. Et surtout, il y a beaucoup de papiers, mais peu de programmes. Et effectivement, à l'époque, les papiers théoriques, il y en avait, mais les résultats étaient pas très convaincants, parce que même savoir qu'un théorème est démontrable en un temps fini, si ça peut prendre 3 milliards d'années, c'est pas très intéressant. Et après, d'ailleurs, quand il nous faisait la petite revue de presse dans les journées du lundi dont Monique vous a parlé, je disais, regardez, un journal over intelligence artificielle, oh, encore un papier théorique, là, bon. Et puis aussi, à la fin de ce séminaire, il a parlé d'un papier de Bledsoe sur la théorie des ensembles. Alors là, ça fait tilt quand même, c'est ça qui m'intéressait. Et je lui ai demandé les références. Donc c'est le premier article d'intelligence artificielle que j'ai lu et celui de Bledsoe qui m'intéressait beaucoup. Et Bledsoe, j'ai eu pas mal de contacts avec Bledsoe par la suite. Et bon, ça je vais sauter. Donc je vais vous dire. Donc j'ai fait le DA, les 2 EA, une thèse avec Pitrat, et donc Pitrat a été mon directeur de thèse, mais il a été beaucoup plus que ça, il a été mon maître, il est resté mon maître jusqu'au bout. Et Bledsoe, je pourrais dire qu'il a été mon 2e maître. Donc là, je vous ai fait l'inventaire de toutes les thèses en démonstration de théorèmes, raisonnements mathématiques qui ont été faites. Il y en a quand même, sur les 14 premières, il y en a 8, c'est-à-dire plus de la moitié. Je dirais juste un mot pour tout ce qui est en bleu. La thèse de Michel Bution, qui est extrêmement intéressante, originale, je ne vous en dis pas plus, il vous en parlera ce soir. Il a bien voulu venir de Suisse et nous en parler, bien qu'il n'ait pas fait de recherche dans ce domaine-là depuis sa thèse. Et il a bien voulu venir le faire. La thèse de Merialdo, Bernard Merialdo aurait bien voulu venir, mais il est en voyage en ce moment, qui a aussi fait quelque chose de très original. Il a une représentation des ensembles, en particulier, bon, son sujet c'est la topologie, il a une représentation des ensembles, dont je dirais un mot tout à l'heure. Et puis quand même un petit mot pour Martial Vivet, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, on était complètement contemporains. Il a fait une expertise pour le calcul formel et c'était très courageux parce qu'à l'époque, le calcul formel, c'était presque plus de l'IA, c'était maintenant de l'algorithmique au sens d'autrefois, pas au sens des journalistes de maintenant. Et les problèmes étaient résolus par des méthodes mathématiques qui n'ont plus rien à voir, qui sont complètement obscures pour le non-spécialiste. Et donc il fallait convaincre, trouver d'abord dans un jury, il fallait qu'il y ait ces informaticiens théoriciens et les convaincre que ce qu'ils faisaient, ça complétait, non seulement ça complétait les résultats, les résultats n'étaient pas toujours les mêmes, ils n'étaient ni meilleurs ni moins bons, mais ça avait quand même de l'intérêt, et surtout de l'intérêt en enseignement assisté par ordinateur. Et puis j'ai rajouté à la liste Monique Baron, qui a fait sa thèse, dont le directeur de thèse était Jean-Louis Laurière, mais qui était vraiment un tel pilier de l'équipe Pitrat
qu'elle était tout à fait dans la lignée de toutes ces thèses. Alors, maintenant, je vais vous parler des problèmes des démonstrateurs, prouveurs mes deux démonstrateurs. Le premier s'appelait Date, le deuxième Muscadet. Donc, dans prouveur, il ne travaille pas avec des clauses, il travaille avec des séquents. Dans séquence, ça donne une importance à la notion d'hypothèse et de conclusion. C'est implicite, mais il y a la notion d'hypothèse et de conclusion. Il y a quelques réécritures, puis il appelle le principe de résolution. Et dans mon premier démonstrateur, ça généralise beaucoup ce qu'il fait. Et en plus, les règles qui sont des réécritures qui étaient données dans le démonstrateur de Bledsoe ne sont pas données. Mon programme se débrouille avec les définitions, mais il construit des règles. Le programme construit des règles à partir des définitions et ensuite il peut travailler dessus. Mais ça, c'est le programme qu'il fait. Et puis dans Muscadet, eh bien, c'est plus le programme qu'il fait, ce sont des méta-règles. Donc dans ces versions-là, il y a des faits, des règles, des méta-règles. Il y a des bases de connaissances générales, et puis on peut s'attaquer à des problèmes particuliers en rajoutant des connaissances. Et puis il y a une version tout à fait générale pour permettre à Muscadet de travailler sur une base de problèmes internationale qui a été créée par George Sutcliffe en 1999 et dans laquelle on ne connaît rien, même pas le symbole d'appartenance. C'est vraiment faux. On peut définir des prédicats, mais ils ne sont pas connus, ils n'ont pas le droit d'être connus du système, parce que de toute façon, il y a des compétitions, et dans ces circonstances, tout est changé aléatoirement, l'ordre est changé. Alors, je vais sauter sur les démonstrations de prouveurs. Alors, il y a celle qui est par la démonstration de Bledsoe, dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais qui était faite par des réécritures, puis un appel à la résolution. Là, il est fait par le système. Alors, Date, il n'avait pas les symboles fonctionnels, mais il recevait directement la deuxième ligne qui est en bleu. Et puis, en fait, Muscadet, lui, il a les symboles fonctionnels et ce n'est pas tout à fait le même énoncé, il est un petit peu plus simple parce que j'ai introduit un quantificateur que j'ai appelé pour le seul tel que, et c'est pas tout, c'est ni un il existe, ni un quel que soit, mais c'est au cours du temps, on voit ce qu'on peut en faire. Donc, ce qui fait le programme, il a des objets, il a des hypothèses. Les hypothèses, ce sont des faits. Et il y a une conclusion à démontrer. Et il crée des objets, il crée des hypothèses. Donc, les objets, c'est clair. Les hypothèses, c'est quand on écrit C de point A inter B. Et en fait, c'est comme si c'était un prédicat. Et donc, on peut travailler beaucoup plus facilement c'est comme si on avait, c'est ce que j'appelle les limitations des symboles fonctionnels. Alors le théorème, en fin de compte, là, en bas de la page, là, c'est une conjonction, donc il est décomposé en deux sous-théorèmes. Bon, là, c'est facile, je ne m'étends pas. Alors maintenant, je vais essayer de vous parler de connaissances déclaratives. Alors là, c'était un petit peu dur. Là, j'ai regretté de l'avoir proposé dans mon titre, parce que je me suis dit de plus en plus, finalement, mes connaissances, elles ne sont pas tant déclaratives que ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais leur dire pourquoi mes connaissances ne sont pas très déclaratives. Et puis, au fil du temps quand même, il y a une dizaine de jours, il y a une petite voix là qui a mouliné dans ma tête, qui a répété. Ce n'était pas une petite voix quand même, c'était la voix de Jacques Pitrat, qui m'a dit, comme il m'a dit quand même, de temps en temps, pas très souvent, mais de temps en temps quand même, arrêtez de dénigrer ce que vous avez fait. Je me suis dit, ça va. Je vais essayer de voir le verre à moitié plein maintenant, au lieu du verre à moitié vide. Et je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'il y a de déclaratif dans ce que j'ai fait.
Alors j'ai d'abord mis des propriétés, des connaissances déclaratives glanées un peu dans les divers écrits de Pitra, en particulier son livre sur les métaconnaissances. Les connaissances doivent être séparées de leur mode d'emploi, données en vrac, indépendantes, faciles à manipuler, modifier, ajouter, enlever, générales. Il ajoute parfois efficaces, mais enfin ce n'est pas toujours le cas, mais en particulier dans Alice, au passage, Jacques Pitra avait une admiration incroyable pour Jean-Louis Laurière, et il a donné plein d'exemples, il a appliqué tout ce qu'il a fait beaucoup à ce qu'avait fait Jean-Louis Laurière. Alors, qu'est-ce que dans Muscadet, il y a des règles qui sont données, comme par exemple la règle que j'appelle implique. Si on a une conclusion, si on veut démontrer, enfin en français on dit pour démontrer une implication, A implique B, et bien on ajoute l'hypothèse A et la nouvelle conclusion c'est B. Donc si le fait conclusion est de la forme A implique B, alors on appelle ce que j'appelle une superaction A, et une nouvelle conclusion, nouvconc B. Alors nouvconc B, c'est très facile, on le verra. Agip, eh ben, en fait, alors c'est pas déclaratif, on donne un mode d'emploi, mais en fait c'est pas un mode d'emploi parce que c'est pas forcément A qu'on va ajouter. C'est une superaction qui est définie par des paquets de règles qui vont dire ce qu'on va ajouter. Quelquefois même, elle va dire il n'y a rien à ajouter. Et puis, il y a les règles construites, en particulier pour l'inclusion. Au lieu, la définition, on la met un peu de côté. Et puis, tout simplement, si on a les hypothèses A inclus dans B et X appartient à A, alors on va ajouter X appartient à B. Et si on n'a pas X appartient à A, on ne fait rien. Et puis, même chose pour l'intersection, on a 3 règles construites. L'ensemble des parties, on a 2 règles. Alors, la superaction à GIP, il y a plein de cas. Si c'est une conjonction, on ajoute les deux. Enfin, on appelle récursivement la superaction pour les deux. Si on l'a déjà, on n'a rien à faire. Mais là, c'est bien de le dire parce que la règle a été quand même appliquée et exécutée. Elle n'a rien fait, mais quand même elle était là. Si jamais on avait une hypothèse universelle, alors on n'en a pas souvent parce que justement on ne va pas rajouter des hypothèses universelles, mais parce que on ne la rajoute pas comme une hypothèse, mais on applique la superaction Consreg. C'est un peu compliqué, elle est en bas de la page, enfin elle n'est pas en bas de la page, et donc les hypothèses universelles vont être finalement traitées comme des lemmes par exemple, mais locaux au théorème au sous-théorème sur lequel on est en train de travailler. Bon, Nouflong, c'est tout à fait facile. Et alors Consreg, j'ai mis des petits points partout parce qu'en fait c'est quand même horrible. On travaille sur les hypothèses et on construit beaucoup de règles qui seront, elles, beaucoup plus faciles et utiles à appliquer. Donc c'est du si alors tout le temps, c'est des règles, mais tellement compliquées avec 2 ou 3 superactions intermédiaires. Tous les utilisateurs qui ont travaillé sur Muscadet n'ont surtout pas mis le nez dedans. Alors l'évolution de cette règle implique, qui est pourquoi ? Alors là, c'est peut-être que la déclarativité est un petit peu... La première façon de dire, la première ligne, c'est exactement comme ça que Muscadet, la première version de Muscadet la reçoit. Et j'ai même mis sorti d'un listing comment c'est écrit. Alors là aussi, c'est de la polonaise préfixée, mais c'est exactement ce qui est à la première ligne. Alors après, c'était quand même commode d'avoir des numéros aussi, parce que je vous ai dit qu'une conclusion a été finalement découpée en deux sous-théorèmes. Donc les sous-théorèmes sont traités après comme les théorèmes, mais pour qu'ils communiquent, c'est quand même bien d'avoir des numéros. Donc on va rajouter comme un argument à la règle. Toutes les règles commencent par le premier argument, c'est le numéro du théorème où on va l'appliquer. Et puis après,
Ben alors moi, après, quand j'essayais d'extraire les traces utiles des sorties de la machine, euh, bon, ben, j'allais voir, ah oui, cette règle a été appliquée parce qu'on a telle hypothèse, mais oui, c'est vrai, on a vu quand est-ce qu'on a eu cette hypothèse. Bon, ben, en fait, c'était plus facile d'avoir des étapes. Si en plus dans la trace, on a l'étape temps, eh ben, j'allais directement voir l'étape. Et puis en fin de compte, après, on a, j'ai voulu extraire automatiquement la trace utile des résultats pour voir ce qui avait été utile dans la démonstration. Donc pour ça, il a fallu construire comme des faits d'ailleurs, hein, on est dans des systèmes à base de connaissances, pour chaque étape réussie, quelles sont les étapes, le théorème utilisé, théorème ou théorème dans lequel ça a été fait, quels étaient les antécédents, les conditions, les actions, les étapes d'antécédents et un message. Alors tout ça, j'avoue que je l'ai rajouté à la main dans toutes les règles données. J'ai rajouté cette ligne, pas très... Bon, non, j'arrive toujours. Trace, alors la méta-action trace, elle reçoit ça, et pour les premières règles, bon, ça je l'ai réécrit à la main, c'est la même chose, mais je l'ai réécrit à la main. Par contre, pour les règles construites, ça a été construit, généré automatiquement en même temps que le reste. Alors à ce moment, alors trace, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle dit le message qui va être écrit dans la trace pas à pas, bon, qui est optionnel, on n'est pas obligé de la demander. Mais il y a tous ces détails-là. Et puis en plus, elle mémorise le fait que j'appelle trace d'M, dans lequel il y a tous les éléments qui vont permettre à la fin de remonter du résultat, oui, c'est démontré, vers les étapes intermédiaires. Et alors, quand je dis le message, en fait, c'est un petit peu plus général que du mot à mot. Et on peut dire, par exemple, pour la première, on ne dira pas si l'hypothèse est H et la conclusion est C. On pourra montrer d'une façon un peu plus élégante, pour démontrer H implique C, on suppose H et on doit démontrer C. Alors ça, l'utilisateur, alors ça a l'air d'être un petit peu une petite verrure ajoutée, mais en fait, l'utilisateur, là, et c'est facile, peut rajouter tout ce qu'il veut dans ce trace, il peut le modifier facilement. Tout ce qu'il peut avoir envie de rajouter, parce qu'il pense que ça peut lui rendre service, il peut le faire. Là, cette fois-ci, c'est fait facilement. Alors, finalement, est-ce que c'est déclaratif? Alors là aussi, j'ai eu quand même les actions conditionnelles. Est-ce que c'est déclaratif? Normalement, c'est procédure, c'est une action, donc c'est pas. Mais la conclusion, c'est que si, c'est quand même déclaratif parce que c'est nécessaire. On construit les étapes d'une démonstration, il peut le faire. Alors, est-ce que c'est en vrac? Oui et non. Facile à manipuler, modifier, ajouter, enlever? Oui. Sauf si elles sont déjà compliquées. Elles sont compliquées avant d'être modifiées. Ce sera difficile de modifier. Alors, efficace, parfois, ce que je vais dire, c'est que quelquefois, c'était moins efficace que des représentations particulières de certaines propriétés. En particulier, dans date, les relations binaires étaient représentées sur un tableau. Et ça, c'était extrêmement commode, c'était rapidement vérifié. Au début, ça a été fait dans Muscadet aussi. Et puis, finalement, je me suis aperçue que ça prenait beaucoup trop de temps, donc j'ai supprimé. Après, il y a eu le graphe de Merialdo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une simulation de la représentation patatoïdale des ensembles, mais qui est absolument extraordinaire, parce que c'est la même chose, mais c'est rigolo au lieu d'être visuel. Et en plus, ça peut marcher avec plus que 3 ou 4 ensembles. Ça a été simulé par des thésards et finalement, on perd plus de temps à simuler
sans l'utiliser. Et puis, des manipulations de formules qui sont utilisées très souvent. Ben, c'était plus commode de les remplacer par quelque chose de procédural. Alors, création de nouveaux objets. Oui, alors c'est dommage parce que là il était beau, mais bon, vous ne saurez pas comment il a été construit. Juste deux mots sur les objectifs. Donc je voulais comparer qu'est-ce que on peut travailler à long terme ou à court terme. À long terme, c'est ce qu'a fait Jacques Pittrat pendant toute sa carrière, et il est intéressé par la généralité et la déclarativité. Et ben moi j'ai travaillé un peu à court terme parce que je n'avais pas la notoriété de Pittrat, je n'avais pas le même moyen pour convaincre que ce que je faisais c'était intéressant, bien que Bledsoe m'ait bien soutenu aussi, mais il fallait que j'ai des résultats. Et pour avoir des résultats, que je démontre des théorèmes que les autres ne démontraient pas, enfin que mes programmes démontrent des théorèmes que les autres programmes ne démontraient pas. Donc c'était un peu dans l'urgence, avoir une compétition où pour résoudre un problème particulier, donc j'ai plutôt travaillé à court terme. Et maintenant, j'améliore plus du tout le système. Pendant longtemps, j'ai répondu aux messages et j'ai fait des modifications quand les gens avaient des problèmes, pourquoi ça ne marche pas. Je pouvais rajouter une connaissance tout à fait admissible. Et puis, donc maintenant, je me contente de corriger les bugs quand on me signale quelque chose qui ne marche pas, et surtout d'améliorer l'interface. Donc le système, c'est un logiciel libre qui est téléchargeable par n'importe qui, et j'essaye de plus en plus d'améliorer les commentaires, les messages de sortie et de l'ordinateur, donc, mais plus du tout d'améliorer le système. Voilà.